je vais rappeler en 2-3 phrases quels sont les principaux points de la philosophie cartésienne en ce qui concerne évidemment la question de la vérité. Enfin, Denis l'a rappelé tout à l'heure, évidemment, le premier point, c'est la méthode. Il vaut mieux ne jamais chercher la vérité que de le faire sans méthode. Phrase très connue de Descartes qui veut dire que, au fond, et on l'a dit, je crois aussi dans la première conférence, ce qui veut dire que l'enquête sur la vérité implique qu'on délimite d'abord ce qu'on veut chercher et ce qu'on veut trouver. Il ne s'agit pas de partir à l'aventure, il s'agit de définir, bien qu'on ne définisse pas véritablement la vérité. C'est une notion si transcendentalement claire, dit Descartes, qu'on s'exposerait au ridicule en cherchant à la définir. On peut tout définir, mais justement parce qu'on a l'idée de la vérité, c'est-à-dire d'une définition juste ou d'une définition vraie. Mais on ne peut pas définir ce qui nous permet de tout définir. Donc, au fond, la vérité reste quelque chose de si transcendentalement clair qu'il est inutile, et il serait d'ailleurs confus, de chercher à la définir. Donc, on ne définit pas la vérité, mais on cherche une méthode qui nous permette justement de ne pas prendre le vrai pour le faux, de ne pas prendre des erreurs pour des vérités. On cherche une méthode qui nous permette d'être assurés. Peut-être qu'on n'engagera pas beaucoup de vérités, mais au moins on en engagera quelques-unes qui seront vraiment des vérités, si je puis dire. Donc premier point, la méthode, la nécessité de la méthode. Deuxième point, c'est évidemment l'exemple, mais pas le modèle, l'exemple des mathématiques. Nous savons, toutes les sciences sont, en tout cas à l'époque de Descartes et quand il parle, toutes les sciences sont incertaines. Il n'y en a qu'une qui soit certaine ou qui nous ait montré ce que c'est que la certitude, c'est les mathématiques. Pourquoi ? Parce que, non pas parce qu'elle serait, bon, mais c'est pas platonicien si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'elle traite d'un objet si simple, dit Descartes, si simple qu'il ne peut être aperçu, qui ne peut être confondu avec un autre dès lors qu'il est aperçu. C'est-à-dire que la simplicité de l'objet mathématique, le nombre, la figure, c'est les exemples basiques auxquels se réfère Descartes, la simplicité des objets mathématiques est au fond la raison de l'évidence et de la certitude des raisonnements mathématiques. C'est parce qu'ils ne portent pas sur des choses complexes, ils portent sur des choses simples. Eh bien, essayons d'imiter, et Denis l'a fait de façon éblouissante, essayons d'imiter d'une certaine manière les mathématiciens et donnons-nous des objets qui sont assez simples ou suffisamment simples pour pouvoir justement nous donner des vérités fondées et non pas des intuitions vagues ou approximatives de la vérité. Essayons de nous donner... Et c'est ça les méditations métaphysiques. Au fond, Descartes cherche, par une méthode toute analytique, il cherche à découper, si je puis dire, le réel. C'est-à-dire, au lieu de prendre les notions, le monde, les hommes, le langage, au lieu de prendre des notions toutes faites, si je puis dire, ou des réalités toutes faites, il va les découper, il va les séquencer, comme on dirait aujourd'hui. Il va non pas prendre le monde, mais tel objet, non pas prendre les hommes, mais le corps ou l'esprit. Et qu'est-ce qu'on entend par là ? Voilà, il découpe en un sens des objets, et en espérant justement pouvoir, grâce à la simplicité des objets sur lesquels ils se fondent, espérant pouvoir justement obtenir une certitude au moins égale à celle des mathématiques. Et il sera tellement content de ce qu'il a fait qu'il dira que même cette certitude, elle dépasse même celle des mathématiques. Autrement dit, la certitude métaphysique est une certitude, si je puis dire, plus certaine que celle des mathématiques, parce que les objets que Descartes aura donnés pour la métaphysique seront, et pour Descartes ils le sont pour la première fois, aussi simples, voire peut-être plus simples que ceux que les mathématiciens prennent pour objet. Ça, c'est donc le deuxième point, les mathématiques et la simplicité de leur objet. Et la troisième remarque introductive, c'est, on en a parlé, bon, voilà, je ne vais pas vous demander si vous pensez, qu'est-ce que vous pensez quand vous pensez, etc., etc. Donc, je n'ai pas du tout le talent pédagogique
et d'ailleurs bien plus que pédagogique de Denis Moreau. Mais vous savez, il vous a dit, bon, je pense donc je suis, c'est par une phrase des méditations, c'est ego sum, ego existo, je suis, j'existe. Descartes tient cette proposition. Remarquez bien, si vous voulez, que lorsque Descartes parle du cogito, il ne parle pas d'une expérience mystique. Il ne parle pas d'une expérience personnelle qu'il faudrait transférer à d'autres. Il parle d'une proposition qui est nécessairement vraie toutes les fois que je la conçois ou que je la prononce, hein, dit Descartes. Donc le caractère itératif, si vous voulez, est le caractère de proposition. C'est d'un énoncé dont parle Descartes. C'est pas d'une chose. C'est pas d'une chose. Bon. Donc voilà. Et il en déduit, méditation suivante, il a trouvé une proposition vraie et nécessairement vraie toutes les fois qu'on la prononce. Eh bien, il en déduit dans la méditation suivante qu'il sait au fond ce que c'est qu'une proposition vraie. C'est ça ce qu'il appelle la règle générale de la vérité. Hein, c'est-à-dire, toute perception claire et distincte est vraie, dans la mesure où, justement, elle est claire et distincte. Autrement dit, chez Descartes, et c'est quelque chose d'assez nouveau, peut-être même de très nouveau, chez Descartes, le vrai, en un sens, n'est pas si primitif qu'on le pense, puisqu'il découle de la clarté et de la distinction de la perception. Et par conséquent, une perception, on ne peut pas la dire vraie, hein, on peut la dire claire et distincte ou obscure et confuse. Claire et distincte si je pense au corps tel que les géomètres le conçoivent, c'est-à-dire une surface, hein, avec des dimensions, le corps physique en général. Hein, si je pense au corps tel que les géomètres et les physiciens, surtout à l'époque de Descartes, au niveau de au fond, la science galiléenne qui commence à se développer, le corps voilà, est un objet parfaitement simple qui est au fond réductible à celui de la géométrie. Bon, quand je pense donc au corps, ma perception est claire et distincte. Je ne dis pas qu'il existe des corps. Je ne dis pas même que cet objet intelligible qu'est l'étendue existe. Non, je dis simplement que je conçois parfaitement, clairement et distinctement cet objet. Et cette conception claire et distincte, en un sens un empiriste dirait vive et forte, hein, mais lui il dit claire et distincte, cette conception claire et distincte, au fond, n'est pas d'une certaine manière vraie, car elle ne peut pas être fausse. Hein. Elle est soit claire et distincte, soit obscure et confuse. Obscure et confuse, les opinions des gens, savoir si par exemple, voilà, s'il y a des gens devant moi, ça, pour Descartes, ça ne peut pas faire l'objet d'une perception claire et distincte. Ce qui est clair et distinct, c'est que je pense voir des gens devant moi. Ce qui est obscur et confus, c'est d'affirmer il y a des gens devant moi, alors qu'au fond, je n'ai pas de preuve patente pour l'établir. Bon. Donc, la perception claire et distincte fournit le modèle d'une vérité qui ne consiste pas, ça c'est très important, dans l'adéquation justement d'un énoncé avec un état de fait, d'une proposition ou d'un jugement avec une réalité, mais qui consiste dans son caractère intrinsèquement clair. Autrement dit, qu'il existe un monde ou pas, 2 et 2 font 4, comme on l'a rappelé tout à l'heure, qu'il existe un monde ou pas, le corps est borné, un triangle est borné par 3 lignes, où le corps est une chose étendue en longueur, largeur et profondeur. Sans doute que le corps est beaucoup plus qu'une chose étendue en longueur, largeur et profondeur. Mais il ne peut pas ne pas être une chose étendue en longueur. C'est nécessaire, quoique ça soit sans doute pas suffisant. Donc voilà, au fond, le point où nous en sommes. Nous avons acquis, en quelque sorte, non pas un critère de la vérité, ça ne veut rien dire pour Descartes, mais une règle de la vérité, c'est-à-dire quelque chose qui me permet justement d'appliquer aux choses qui sont devant moi cette règle qui consiste à dire est-ce que c'est clair et distinct ? Est-ce que c'est clair et distinct ? Je ne vais pas rentrer là-dedans. Est-ce que c'est clair et distinct ? Et est-ce que ça l'est suffisamment pour ôter le moindre doute ou non ? Donc, au fond, la vérité, on retrouvera ça chez Pascal, peut-être qu'on en parlera après dans la discussion, mais la vérité, d'une certaine manière, elle se donne, au fond, peut-être surtout par son envers, c'est-à-dire par l'indubitabilité. Hein. Il faut que je doute, et je doute le plus possible, radicalement, hyperboliquement,
pour savoir qu'une chose est vraie. C'est comme si vous voulez, il fallait que je tape sur un objet pour savoir s'il est résistant, ou dur ou solide. Hein. C'est un peu voilà, c'est un peu grossier comme analogie, mais c'est un petit peu ça. Il faut, d'une certaine manière, se battre avec nos idées, les tester comme les chercheurs d'or pour savoir si c'est vrai ou pas. C'est pour ça que les critiques de Leibniz, qui sont très connues et qui sont très subtiles, sont quand même des critiques injustes. Descartes n'a jamais dit aux gens, au fond, voilà, prenez les choses qui vous viennent dans l'esprit, clair et distinct, c'est bon, hein, ça va être vrai. Hein. Descartes, Leibniz disant, il nous a dit, il nous a jamais donné l'adresse de l'auberge où réside l'évidence. Bon, c'est faux. L'adresse où réside l'évidence, elle a une adresse. L'auberge où réside l'évidence a une adresse, c'est mon esprit. Et c'est l'acte de mon esprit qui s'efforce justement de douter d'une chose qui lui est donnée pour savoir si cette chose est indubitable, c'est-à-dire certaine, ou encore douteuse, c'est-à-dire qu'on peut la mettre en suspens. Bon, voilà les 3 points que je voulais rappeler, si vous voulez, en commençant. Enfin, en commençant, oui, enfin, j'espère que... Ça va, bon. Voilà les 3 points. Donc, je déduis, si vous voulez, de ces 3 points, la seule chose qui m'intéresse là, c'est que, au fond, est vrai ce qui est clairement et distinctement connu. Et c'est en général ce à quoi on s'arrête quand on lit Descartes, ou quand on ne le lit pas d'ailleurs plutôt, hein, c'est ce à quoi on s'arrête, c'est-à-dire en disant finalement c'est la philosophie de la clarté et de la distinction, c'est la philosophie de la certitude, c'est la philosophie de la distinction. Et c'est vrai que c'est une philosophie de la distinction, c'est-à-dire c'est une philosophie qui cherche à distinguer les choses ou les idées, comme dit Descartes, autant que je le puis. Bon, qu'est-ce qu'il a distingué ? Essentiellement, puisque les méditations portent là-dessus, c'est le titre latin et français sont un peu différents, mais enfin bon, portent là-dessus, il a distingué l'âme et le corps. Il a distingué réellement l'âme et le corps. Distinguer l'âme et le corps, tout le monde le fait depuis toujours. Mais distinguer réellement l'âme et le corps, ça, personne ne l'avait fait jusqu'à présent, c'est-à-dire il a montré que non seulement on pouvait, mais on devait concevoir l'âme d'un côté, le corps d'un autre côté, comme des choses distinctes, comme des choses réellement séparées les unes des autres, c'est-à-dire finalement comme des choses. C'est-à-dire comme des choses. D'où les termes qu'il emploie, res cogitans pour l'esprit, bien sûr, hein, res cogitans, la chose qui pense, res extensa pour le corps, la chose étendue. Donc, il a montré, en faisant-lui confiance, il a montré justement que ces deux choses ne coïncidaient en rien, n'avaient pas de commune nature, hein, et que, parce que l'une excluait l'autre. La pensée exclut l'étendue, hein, l'étendue exclut la pensée. Autrement dit, quand je pense, il n'y a aucun sens à chercher à savoir si ma pensée, elle mesure 1 mètre ou elle a telle profondeur, en tout cas géométrique, telle largeur, etc. Les critères, si vous voulez, de l'étendue ne conviennent absolument pas à la pensée. Et pareil, bon, on ne pourra pas demander à une étendue savoir si elle pense. Bon, voilà. Donc, au fond, les prédicats, si vous voulez, ne sont pas convertibles. Hein, ils sont absolument et indissociablement liés au sujet dont ils sont les prédicats, c'est-à-dire le corps, l'esprit, si vous préférez, l'âme. Mais Descartes dit mince en latin, hein, c'est l'esprit, hein, ou le corps. Très bien. Philosophie de la distinction. Seulement, il faut aller plus loin que là où a été Denis Moreau tout à l'heure, c'est-à-dire Descartes n'a pas écrit 2 méditations, ce que beaucoup de philosophes auraient souhaité qu'il écrivît. Hein. Il a beaucoup souhaité qu'il s'arrêtât à la 2e méditation, notamment Husserl, en disant c'est un coup de génie, c'est 3. Mais alors la suite, ça ne va pas du tout. C'est une catastrophe, il retombe dans le réalisme, etc. etc. Et effectivement, il retombe d'autant plus dans le réalisme que la 6e méditation est consacrée, si vous voulez, à prouver l'existence des choses matérielles d'un monde et surtout, l'existence de l'homme comme une réalité dans laquelle l'âme et le corps ne forment qu'un seul tout. Ah! Alors ça, c'est un peu difficile à concilier avec la règle générale de vérité qui nous dit que l'âme et le corps sont deux choses bien distinctes et absolument incompatibles l'une avec l'autre. Alors, bon, on penserait, si vous voulez, que la distinction substantielle interdit
de penser justement ce que Descartes appelle le composé ou l'union substantielle? Eh bien non. Eh bien non. Descartes va non pas forcer en quelque sorte la vérité, le critère de la vérité, il ne va pas nous dire, si vous voulez, que l'union de l'âme et du corps, c'est-à-dire le fait que l'homme soit un composé d'âme et de corps, que je me mes bras quand je le veux, par ma volonté, que j'éprouve la chaleur, que j'éprouve les passions, que j'éprouve, etc., du fait justement de l'environnement de mon corps avec eux. Bon, voilà. Bon. Cette réalité, si vous voulez, qui n'est absolument pas mise en doute par Descartes, cette réalité, au fond, est une réalité mixte, et par conséquent, on n'a plus l'objet simple qu'on souhaite avoir pour justement parler de vérité. On n'a plus cet objet simple qui constitue, si vous voulez, le paradigme de la vérité, paradigme mathématique. Alors, est-ce que Descartes va changer son paradigme ou sa règle de vérité? D'une certaine manière, oui, d'une certaine manière, non. Après avoir démontré, si on peut, je ne crois pas qu'il a démontré l'union de l'âme et du corps, après avoir montré l'union de l'âme et du corps, voilà, à travers les phénomènes de la douleur, de la faim, de la soif, etc., montrer que finalement, l'union de l'âme et du corps, ce n'est pas la juxtaposition de deux substances. Sinon, ce serait 1 + 1 = 2. Et l'homme serait double. Ce qu'il est dans beaucoup de philosophies, et peut-être même chez Malebranche. Qu'au fond, jamais l'union de l'âme et du corps, ça donne une chose, mais ça donne une dualité, quelque chose de duel, quelque chose de conflictuel. Pas chez Descartes. 1 et 1 = 1. Et pourtant, c'est un mathématicien de grand talent. 1 et 1 = 1. Autrement dit, l'union de l'âme et du corps, ça donne l'homme comme une réalité. Comment comprendre, se sont jetés tout de suite les lecteurs des Méditations, comment comprendre cette subite mutation, en quelque sorte, de la philosophie des idées claires et distinctes et de la distinction en une reconnaissance pure et simple, factuelle de l'union, qu'on n'explique pas. Qu'on n'explique pas. Et c'est là où Descartes montre la profondeur, à mon avis, de son esprit. Il s'en explique dans des lettres à la princesse Élisabeth, avec laquelle il entretient une correspondance magnifique jusque pratiquement la fin de sa vie, et qui porte beaucoup sur cette question de l'union de l'âme et du corps. Question sur laquelle il ne s'était pas beaucoup penché auparavant. Et qu'est-ce qu'il dit à Élisabeth, dans ses lettres de 43 notamment? Il dit « Nous avons 3 notions primitives dans l'esprit ». C'est la première fois qu'il dit ça. Jusqu'à présent, on croyait qu'on en avait que 2. Mais bon, on en a 3. L'âme, le corps et l'union de l'âme et du corps. Autrement dit, la notion de l'union de l'âme et du corps est une notion primitive. C'est-à-dire, elle ne se compose pas des 2 autres notions. On peut parfaitement, et d'ailleurs on peut parfaitement ignorer, et d'ailleurs on doit, je le répète, ce que c'est que l'âme, ce que c'est que le corps, et savoir ce que c'est que l'homme. Et même, c'est peut-être à cette condition qu'on sait ce que c'est que l'homme, à condition d'ignorer ou de mettre de côté, de faire les poquets, comme diraient les phénoménologues, le concept d'âme comme chose qui pense, et le concept de corps comme chose étendue. Parce que dans l'homme, l'âme n'est pas qu'une chose qui pense, et dans l'homme, le corps n'est pas qu'une chose étendue. Que les anti-cartésiens s'en convainquent, il n'y a rien de plus facile à faire que ça chez Descartes. Ce sont des choses tout à fait différentes. Alors comment les comprendre? Et c'est là où on en arrive au point, à mon avis, le plus sensible, si vous voulez, de cette réflexion sur la vérité. Comment les comprendre? Il dit, l'âme se comprend parfaitement par l'entendement seul. Et il ne faut pas que l'imagination se mêle de chercher, quand Hobbes dit mais quelle couleur a l'âme, il dit écoutez, bon ça va, quoi. Donc c'est, avec une impatience qu'il réfrène assez mal lorsqu'il répond à Hobbes et plus encore à Gassendi, il dit bon, vous ne savez pas ce que vous demandez, donc voilà, ça. L'âme n'a pas d'image, l'âme se conçoit par l'entendement seul, c'est une pure idée, c'est une idée pure, comme vous voulez. Le corps, dit-il, se conçoit par l'entendement seul, c'est un mathématicien, c'est pas... mais par l'entendement seul, aidé de l'imagination, c'est encore mieux. On ne fait pas des mathématiques sans imaginer, et Descartes est un mathématicien. Mais l'union de l'âme et du corps ne se conçoit ni par l'entendement, ni par l'imagination, dit-il, mais par les sens et l'usage de la vie.
Voilà un nouveau critère de la vérité, si vous voulez, qu'on ne s'attendait pas à voir produire chez un philosophe de la distinction, des idées claires et distinctes, du paradigme mathématique. Et sur quoi est fondée l'essence, comme il dit, alors que c'est tout sauf une philosophie sensualiste, l'essence est l'usage de la vie. Sur quoi c'est fondé, si vous voulez, sur l'expérience que chacun fait de l'union de l'âme et du corps. Autrement dit, je ne peux pas douter, je peux douter que tout ça soit réel, que les choses soient réelles et pas fictives. Mais je ne peux pas douter que je ne commande pas mon bras quand je veux attraper le micro ou la bouteille. Non, il ne va pas tout seul au micro ou à la bouteille. Je ne peux pas douter, si vous voulez, que quand quelque chose me fait mal, ce n'est pas à l'endroit où ça pique que ça fait mal, mais c'est dans tout mon corps, c'est-à-dire dans toute mon âme. C'est pareil. Autrement dit, l'expérience, mais au sens cartésien, d'experiri, en latin, l'expérience constitue un critère absolu de la vérité, comme la perception claire et distincte pour l'âme et pour le corps. Si bien qu'on pourrait presque dire, parce que ce n'est pas Descartes qui le dit, c'est moi qui le suggère, on pourrait presque dire, si vous voulez, que l'expérience, lorsqu'elle est véritablement contenue dans les limites qui sont les siennes, quand elle se donne pour ce qu'elle est et pas pour autre chose que ce qu'elle est, quand on ne rajoute pas des préjugés ou des gens, l'expérience, d'une certaine manière, est une perception claire et distincte. L'expérience est une idée claire et distincte. On peut tenir l'expérience pour une idée claire et distincte. Pourquoi ? Parce qu'elle nous fournit exactement la même chose que ce que nous fournissent ces idées claires et distinctes, c'est-à-dire la vérité de leur objet. Et donc je suis assuré que l'union de l'âme et du corps est une véritable union, que c'est quelque chose de réel, que c'est quelque chose de vrai, car vrai et réel chez Descartes souvent se réciproquent, justement en raison de l'expérience certaine que j'en fais, que tout le monde en fait selon Descartes, et expérience qui n'est pas une expérience confuse, si vous voulez, qu'une expérience au sens vague, mais qui est une expérience, si vous voulez, en un sens concerté. Je fais l'expérience, voilà. Je fais l'expérience de ça, et quand je m'attends sur mon expérience, oui, bon, d'accord, je dois, voilà. Donc, alors, donc voilà, deuxième exemple, mais je ne vais pas parce que je ne veux pas empiéter sur le temps de parole de Michel et puis sur la discussion de tout à l'heure, mais j'aurais voulu vous donner un deuxième exemple qui est plus métaphysique ou théologique, c'est l'exemple de la conciliation, si vous voulez, entre l'existence d'une providence, dont Descartes évidemment ne nie pas un instant, dont Descartes ne nie pas un instant l'existence, bien sûr, bon, voilà, entre l'existence d'une providence et le libre arbitre. C'est deux choses contraires l'une à l'autre, comme l'âme est le contraire du corps. Le libre arbitre, c'est le contraire de la providence c'est le contraire du libre arbitre. Qu'est-ce que c'est que la providence ? C'est l'idée que Dieu a tout préordonné dans le monde et que la moindre de nos actions est prévue par lui de toute éternité. Leibniz, en lisant ces textes, dit « Luther n'a jamais rien dit de plus dur ». Autrement dit, on n'est même plus dans la prédétermination, on est dans la préordination. Et Descartes ne l'a pas dit une seule fois, il l'a dit plusieurs fois. Dieu détermine tout jusqu'à la moindre pensée dans nos âmes. Et ce serait sacrilège de penser autrement. Voilà. Voilà pour une vérité. Voilà pour une vérité certaine, une vérité déduite de l'idée de Dieu. Dieu, en tant qu'il est tout-puissant, ne peut pas justement déterminer les mouvements de notre âme et les mouvements de notre corps dans la réalité. Très bien. Mais par ailleurs, nous savons que nous sommes libres. Mais par ailleurs, nous savons que nous sommes libres. Mais par ailleurs, nous faisons une expérience continuelle de notre libre arbitre. Au point que, dit Descartes, c'est une notion première, le libre arbitre. Oui, c'est une notion première, mais ce n'est pas une notion claire et distincte comme l'âme et comme le corps. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se connaît qu'en se pratiquant. De la même manière que l'union de l'âme et du corps ne se connaît dans sa certitude qu'en se pratiquant. Pareil pour la liberté, elle ne se connaît qu'en se pratiquant. Mais quand on le pratique, on ne peut pas en douter. Donc c'est des choses indubitables. Donc voilà, au fond,
vous voyez, bon, et je m'arrête là, une extension, si vous voulez, de la notion de vérité à des domaines où on pourrait penser qu'elle n'a pas sa place, parce que ce sont des choses obscures. Mais justement, le problème de la vérité, ce n'est pas l'obscurité du domaine sur lequel elle porte. Hein. C'est la clarté et la distinction de la perception de l'esprit qui se rapporte à cet objet. Et cette perception claire et distincte, ça peut être celle d'une idée intellectuelle, mais ça peut être aussi celle d'une expérience quotidienne, d'une expérience courante, d'une expérience en tout cas ramenée dans les limites de sa certitude. Voilà, je m'arrête là pour l'instant et puis on pourra reprendre des discussions par ailleurs. Merci.